Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Estival. Nous avons changé de décor. Nous sommes aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, au très joli logis de la Chaboterie. On est dans le calme, plus ou moins dans le calme, parce qu'il y a une animation en ce moment avec Laurent Tixier dans les jardins du logis. Et nous sommes en compagnie de Christophe Vital. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Estival. Pourquoi on a voulu vous inviter? Parce qu'il n'y a pas très loin d'ici. Nous, là, on est à Saint-Sulpice-le-Verdon, mais au Luc-sur-Boulogne, il y a quelques kilomètres, il y a l'Historial et on fête les 10 ans de l'Historial. Et vous êtes un peu à l'origine de ce projet-là. Vous avez vécu le début, la genèse du projet avec les équipes du Conseil départemental et de la conservation, puisque vous êtes le conservateur des musées de la Vendée. Comment vous est venue cette idée des 10 ans, de l'Historial et maintenant de l'anniversaire, bien sûr? Alors l'idée, elle germait depuis très longtemps parce qu'on avait d'abord un premier musée qui était au château du Puy-du-Fou. Qui était au château du Puy-du-Fou, voilà. exactement. Et puis ce musée, il marchait pas très bien. Enfin, il avait marché un moment, mais bon, c'est vrai qu'avec le développement du site, évidemment, il était un peu en décalage. Ouais. Et donc l'idée germait depuis longtemps de voir si on pouvait pas essayer de trouver un autre lieu pour abriter un musée d'histoire de la Vendée. Et puis, en fait, ce qui a véritablement commencé Là, on entend les animations derrière, c'est pour ça qu'on rit. Voilà. Ce qui a véritablement le début, si vous voulez, de l'aventure, c'est un voyage d'études que j'ai réalisé donc, avec des conservateurs français et puis canadiens aux États-Unis. D'accord. On a passé pas loin de 3 semaines là-bas, et donc avec des visites, des rencontres avec les équipes, etc. Et c'était plutôt axé sur des musées de sciences et techniques, mais bon, moi je me suis échappé à plusieurs reprises pour voir des musées de beaux-arts ou d'histoire. Ouais. Et moi, quand je suis revenu de ce voyage, j'étais vraiment métamorphosé. Emballé. Oui, et puis comme on était avec des Canadiens, l'été suivant, enfin 2 mois après, je suis allé passer mes vacances au Canada. Et là, j'ai découvert des musées qui allaient un petit peu au-delà même de ce que j'avais vu aux États-Unis, et notamment le musée des civilisations près d'Ottawa. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui m'avait séduit? C'était le fait qu'on emmenait le visiteur dans un espèce de voyage dans le temps, dans des décors, que c'était très interactif, voire ludique, très différent de notre conception française qui est plutôt académique. Ouais. Et donc ça a été vraiment la chose qui a déclenché en moi. Je me suis dit, c'est quelque chose comme ça qu'il faudrait faire en Vendée. Et ça n'existait pas du tout ailleurs en France, où il y avait déjà des prémices quand même d'une nouvelle approche du musée ailleurs? Non, pas vraiment. Alors, il y a eu des choses, si vous voulez, comme le mémorial de Caen, des choses comme ça, qui étaient déjà d'influence américaine. Mais véritablement, non, il n'y avait pas. Et donc, voilà, ça a été vraiment l'envie. Et du coup, je me suis improvisé muséographe, scénographe, ce que je fais depuis maintenant 10 ans, enfin plus 15 ans. Et en fait, voilà, j'ai eu envie de faire moi-même mes expositions, de les concevoir un peu à la manière, je dirais à la québécoise ou à l'américaine. Et il y a une exposition que j'avais faite ici, à la Chaboterie, d'ailleurs, puisqu'il y avait à l'époque un espace d'exposition. Tout à fait. Ouais. Donc c'était en 97, je crois. Et donc je l'ai fait vraiment. C'était une exposition qui évoquait les Vendéens voyageurs. J'avais choisi 85 C'était les Vendéens voyageurs, je crois, le titre. Voilà, c'était des religieux, des militaires, des explorateurs, des scientifiques. Et j'avais fait quelque chose de très très mise en scène, donc avec beaucoup de sons, des comédiens qui apparaissaient sur un miroir. Et donc ça avait beaucoup séduit, on a eu beaucoup de succès. Et le président du conseil général à l'époque m'a dit, si c'est un musée comme ça que tu veux faire, on y va. Voilà comment est né l'Historial. Et combien de temps ça a pris entre le moment où on prend la décision, les débuts, la construction, enfin l'ouverture jusqu'à l'ouverture? Alors j'avais fait une première note un peu d'intention qui a été soumise au conseil général à l'époque en 98. Je crois que c'était l'hiver, en décembre, je crois. Et le musée a ouvert en 2006, l'été. Ah oui, donc ça a pris quand même... Ça a pris, c'est long de faire un musée. Parce que d'abord, il faut voilà, écrire l'histoire. Enfin, d'abord, le musée en lui-même, il faut le construire. On va en reparler d'ailleurs. Donc, il y a des concours d'architecture, plein de choses. Et puis, donc, ça, c'est très long. On dit en général qu'un musée, il faut au moins un minimum 6-7 ans pour que ce soit réalisé. Et puis, il y en a d'autres qui ont mis beaucoup plus de temps que ça. Oui, parce que c'est pas... Quand on le Mucem, par exemple, ils ont mis 20 ans pour le faire. Ah oui, donc
vous êtes, oui, vous êtes très rapide. On a été rapide. Très rapide. Pourquoi avoir voulu l'implanter entre guillemets au Luc-sur-Boulogne? Il y avait une raison à ça? Alors, c'était un choix du Conseil général parce que, en fait, moi, je voulais donc construire quelque chose d'abord. Donc, j'avais dit, voilà, si on veut réussir... Ne pas partir de l'existant. On ne pouvait pas. Donc, pour que ce soit vraiment adapté à ce qu'on voulait faire, il fallait construire. Donc, il fallait des terrains. Donc, on a recherché un peu quels pouvaient être les terrains qui appartenaient au département, qui étaient constructibles. Et puis, il fallait surtout, si vous voulez, pour qu'un musée d'histoire ait un sens, il ne faut pas le poser n'importe où. Ouais. Et là, il y avait vraiment un lieu qui s'imposait. C'était ce lieu où il y a eu ce drame pendant la guerre de Vendée, pendant la terreur, avec les colonnes infernales. Ouais. Et donc, on a pensé que c'était véritablement, que ça avait du sens de le faire là, à quelques pas du mémorial qui avait été existe construit, toujours, d'ailleurs. qui existe toujours et qui avait été construit pour le bicentenaire en 93. Ce musée-là, quand on lit vos interviews, etc., vous dites que vous l'avez souhaité évolutif. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça, c'était une obsession. Évolutif. Parce que si vous C'était une voulez, obsession. oui, parce que dans mes expériences passées, parce que j'ai fait quand même plusieurs musées, Oui, vous n'avez pas fait que ça. beaucoup plus modestes, Ouais. mais je voyais que les musées vieillissaient, qu'on ne pouvait plus investir si vous voulez, dans un musée pour 30 ans ou 40 ans, ou de la vie d'un conservateur, et qu'il fallait, aujourd'hui, les choses vont vite, on est dans une société de consommation, bon, et donc les présentations, le matériel qu'on va utiliser, les technologies peuvent être vite obsolètes. Elles sont souvent obsolètes d'ailleurs. Souvent, on peut enrichir les collections aussi, donc faire venir des collections nouvelles, et il y a plein de raisons qui font qu'un musée moderne aujourd'hui se doit de pouvoir évoluer dans le temps. Et évoluer, c'est-à-dire au niveau de ses outils, ce que vous venez de dire, mais aussi évoluer au niveau de son espace, de l'utilisation de son espace, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être absolument flexible. Et donc, pour ça, il fallait trouver des solutions architecturales qui permettent justement cette évolutivité. Alors justement, pour rebondir sur ce que vous dites, moi quand je visite l'Historia, je l'ai visité plusieurs fois, déjà je choisis mes salles, je ne suis pas obligée de suivre un chemin qui serait programmé à l'avance par le conservateur, etc. Et deuxièmement, j'ai l'impression que je vis plus sur des plateaux de cinéma que dans un vrai musée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors absolument. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a lancé le concours d'architecture, on a fait un programme fonctionnel des besoins extrêmement précis. Mais vraiment, alors les architectes, on leur imposait des choses. Ils n'avaient pas le choix. Voilà. Et on leur a demandé surtout de ne pas se préoccuper de ce qu'on allait mettre à l'intérieur. Ça, c'était nouveau. En France, habituellement, vous avez une équipe de maîtrise d'œuvre, ils font le bâtiment, mais ils font aussi la muséographie. Bien sûr. Et on s'est réservé le soin, et c'est moi qui est proposé au département d'être le scénographe, avec une équipe interne. Et donc ensuite, nous avons fait cette muséographie. Ça permettait quoi? Ça permettait justement de ne pas figer les espaces, parce qu'autrement, les architectes, souvent, ils sont tentés de vouloir faire une baie à tel endroit parce qu'il y a une sculpture, ou une etc. vitrine. Et puis, la deuxième chose après, c'était effectivement que moi, je voulais un musée. J'ai essayé d'écrire le scénario comme un film. Ouais. C'est très cinématographique. Ouais. Et il fallait, pour le coup, qu'on utilise, si vous voulez, les moyens qu'utilise le cinéma, donc en faisant une espèce de grand studio de cinéma avec un voit technique. on voit les rails tout à fait, techniques, on voit tout. Il y a presque 1 kilomètre de passerelles sur la tête des gens. On le voit très bien d'ailleurs dans le nouveau musée des enfants aussi, on en reparlera tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire que vous avez essayé justement de désacraliser le musée? Quand on rentre dans un musée, c'est comme quand on va au théâtre, c'est pas si facile que ça d'aller au théâtre ou dans un musée. On ne sait pas trop ce qu'on va y voir, il y a un côté un peu protégé comme ça. Est-ce que vous avez essayé de dépoussiérer tout ça? Alors ça, c'est effectivement le côté un peu académique des musées. Et donc, c'est vrai qu'il y a des études sur les statistiques des pratiques culturelles des Français depuis plus de 20 ans. Et on est toujours au même résultat quasiment. Ouais. Il y a 30-33% de Français qui visitent régulièrement les musées, les lieux d'exposition et du patrimoine. Et il y a près de 70% qui visitent jamais ou que très, très exceptionnellement. Pourquoi? Parce qu'ils hésitent à franchir la porte, se disent oh, c'est pas pour nous, c'est trop sérieux, c'est élitiste. Ouais. Et donc, il fallait faire un effort particulier. Et vraiment, le public cible de l'Historial, c'était véritablement pour ces 70%. Alors, quand vous dites que le public cible, c'est 70%, c'est un public extrêmement large. C'est-à-dire que c'est à la fois un public familial. Quel est le public qui vient à l'Historial? Qui vient à l'Historial? Alors, c'est vrai que nous, de toute façon, dans le vocabulaire des musées, on ne parle plus du public, ce sont les publics. Oui. Parce que les publics sont terriblement diversifiés. Ouais. Et donc, les publics qui viennent à l'Historial, ils sont multiples. Alors, il y a beaucoup le public comme important, c'est en fait la visite en famille. Voilà. En famille, entre amis,
plus que l'autocar, même s'il y a aussi des visites Des en groupes, groupe, hein. ouais. Mais c'est quand même la visite en famille. C'est quand même, je regardais sur les dernières statistiques, Oui. plus de 40% quand même qui sont des moins de 40 ans. Donc, vous Ah, voyez, donc des donc ce qui veut familles dire de qu'il y a jeunes, il y a des jeunes, bah oui, et avec il y a des des jeunes jeunes enfants, couples avec des jeunes enfants. avec Oui. notamment le musée des enfants. On va en Voilà. parler d'ici quelques instants. J'ai lu que 3000 objets étaient exposés à l'Historial. Il y en aurait 20 000 dans les sous-sols de l'Historial. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses à montrer sur la Vendée, on est d'accord? Alors l'Historial n'a pas de sous-sol, mais on a effectivement Je ne connais pas les on a je des connais pas les réserves caves de que les gens l'Historial. peuvent vous apercevoir d'ailleurs, parce qu'il y a des petites fenêtres où on peut effectivement distinguer un petit peu ce qu'il y a derrière les murs, donc Ouais. dans des réserves. Il y a beaucoup plus de 20 000 en fait, parce que en fait, si vous voulez, on compte par numéro. Alors par exemple, série, c'est par ça? série, c'est-à-dire Ouais. que si vous avez un intérieur, par exemple, je sais pas, un atelier de, je sais pas moi, de sabotier, par exemple, Ouais. bon, on va compter un, mais en fait, il y a 300 objets derrière. Ouais. Donc en fait, c'est beaucoup plus que 20 000, mais effectivement, c'est un nombre très important. Les 3000 objets qui sont présentés ou œuvres qui sont présentées sont amenés à tourner. C'est Là, ça. maintenant, on commence déjà à faire tourner les choses. Hein. C'est Ouais. aussi l'évolutivité. L'Historial, dans le fond, c'est quoi? Est-ce que c'est un musée? Est-ce que c'est un lieu de conservation? Est-ce que c'est un lieu de réflexion, un lieu de transmission, un lieu de recherche? C'est quoi? Ou est-ce que c'est tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois, puisqu'un musée, d'abord, c'est un lieu de conservation. Il n'y a pas À de la musée base- sans objet et sans collection. Donc déjà, c'est effectivement un lieu de conservation. C'est un lieu de recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a notamment un centre de recherche archéologique à l'Historial. On reçoit des chercheurs. Hein. Et puis, c'est aussi un lieu d'animation. C'est un lieu de rencontre, parce qu'on y organise aussi des colloques, des assemblées générales d'associations, des conférences, etc. Donc c'est un petit peu tout ça à la fois. Et puis bien sûr, donc un musée avec un lieu donc, qui se visite librement, comme vous y avez fait allusion tout à l'heure. On peut choisir un peu les périodes. Un peu à la carte, ouais. Un peu à la carte, avec un menu à la carte. On peut y passer 1 heure, 3 heures, la journée sans difficulté. On peut y revenir. Donc voilà, c'est un espace un peu de liberté, hein, que l'on offre à nos visiteurs. C'est un musée qui est ouvert toute l'année aussi. C'est bien de le souligner quand même. C'est un musée qui est ouvert toute l'année, absolument. Et d'ailleurs, vous savez, au mois de janvier, on a quelquefois plus de monde, autant de monde qu'au mois de juillet. Et combien de personnes dans l'année vous accueillez Alors là, on va arriver cette année, pour les 10 ans, à environ 700 000 personnes. Donc, c'est en gros, en moyenne, 65 70 000 par an. Hein. On a eu une année de pointe à 80 000. Hein, ce qui est un excellent résultat. C'est un excellent pour un musée. Les musées, vous savez, les musées de France, les 1200 mais quelques musées de France, si on accepte le Louvre, Versailles, les gros mastodontes parisiens, c'est 20 000 visiteurs en moyenne par an. Ah, donc vous voyez que nous, on est à 3 fois plus. Donc on est dans un peloton de tête des 100 premiers musées de France. Oui, il faut le dire, hein, c'est un musée de France qui est estampillé musée de France. C'est le seul de Vendée, je crois. Ah non, il y en a bien d'autres. Il y en a bien d'autres. J'ai dit une grosse bêtise. Je voulais parler, on a parlé donc des collections permanentes qui sont à l'Historial, mais il y a également les expositions. Vous en avez fait beaucoup, notamment celle qui a lieu en ce moment et qui est ouverte jusqu'au 31 août, qui s'appelle Mémoire, avec un S ou pas d'S. C'est important d'avoir l'équilibre entre ce que l'on va voir toute l'année et ce qui est en permanence dans les salles, et puis cette petite valeur ajoutée des expositions temporaires comme ça. C'est nécessaire. Les expositions temporaires, c'est le moteur d'un musée. Oui. Parce que c'est ce qui va permettre de faire en sorte que le public revienne, le public local, régional revienne. Donc c'est un moteur. Bon, on a fait 22 expos, je crois, depuis le début. Et donc avec des thématiques très très différentes. Là, il y a Clémenceau. Voilà, donc là on a une exposition qui est plutôt à caractère plus scientifique oui. Même s'il y a un volet historique aussi à mémoire. Mais, il y a eu la télévision, il y a eu Benjamin Rabier. Oui, des sujets très très divers. Les pompiers parce que aussi. L'idée, c'est d'être extrêmement diversifié de manière à faire venir aussi de nouveaux publics. Moi, il y a une chose j'ai trouvé ça un peu gonflé, je vous avoue, je vous le dis, Christophe. C'est qu'en fait, ce qui est assez paradoxal quand on va à l'Historial, c'est que dans le fond, quand on crée un musée, on pense évidemment à ce qu'on va y mettre dedans, mais vous avez voulu que l'Historial, de son aspect extérieur, soit le plus discret possible. C'est quand même assez gonflé de faire venir du monde pour montrer la culture vendéenne et de le faire dans un endroit où ils se font dans la nature. C'était une volonté dès le départ de faire ça ?
Alors ça, c'était une volonté d'ailleurs du président du Conseil général qui ne voulait surtout pas, à proximité du mémorial, dans un site en plus naturel superbe, qu'il y a une espèce de musée qui s'impose. Hein. Et donc, on avait écrit d'ailleurs pour le concours d'architecture que l'on voulait un musée qui s'efface. Et je me souviens d'ailleurs qu'à la direction des musées de France, on m'avait dit, mais vous êtes fous. On va pas le voir. Déjà, vous faites le boulot des architectes parce que vous faites un programme très très précis. On avait même fait des schémas. Moi, j'avais fait des schémas de distribution des espaces. Et en plus, vous leur demandez qu'ils s'effacent. Et surtout dans un lieu, il faut y aller au Luc pour aller voir l'historial. On est d'accord, on passe pas devant. Donc, mais on a eu des architectes de talent. Parce que des architectes, quand ils ont un programme précis et des idées, ils arrivent à... Voilà. Et ils nous ont fait ce bâtiment, qui est un bâtiment qui est enchâssé dans le vallon. Et surtout avec cette couverture, ces toitures végétalisées, donc, qui donnent un peu l'impression que les prairies se prolongent au-dessus du musée. Et voilà, et donc on a effectivement un musée on souhaitait aussi dans le programme que le musée se découvre par l'intérieur, et c'est la réalité finalement, l'historial. Est-ce que vous diriez que certaines personnes viennent aussi à l'historial pour sa discrétion? Est-ce qu'il y en a qui viennent pour le bâtiment en tant que tel, pas forcément en premier lieu pour les collections? Je ne sais pas si les gens viennent spécifiquement pour le bâtiment, enfin sauf dans le cadre, on a reçu des architectes, on a reçu des délégations d'architectes, par exemple, qui sont vraiment venus pour cela. On essaye maintenant aussi de réfléchir à des visites thématiques sur l'architecture. Oui, d'accord. Parce que ça nous semble intéressant. Mais je pense non, les gens ils viennent là et ils découvrent effectivement l'architecture. Ils sont souvent séduits et étonnés d'ailleurs par cette architecture. Et ce qu'ils nous disent souvent, c'est que quand ils arrivent, ils disent mais on ne voit pas le musée. Mais on ne sait pas, voilà. Sait pas. Si c'est pas indiqué, on le voit pas. Voilà, et en plus ils pensent que c'est tout petit. Alors que et puis mais voilà, c'est ça. Et quand ils rentrent, eh bien effectivement après ils découvrent petit à petit finalement l'ampleur de ce bâtiment. C'est une vraie découverte. Et c'est une découverte, mais c'était vraiment l'intention, c'est-à-dire de découvrir petit à petit. C'est une espèce de plongée dans l'histoire. L'histoire, vous n'y plongez pas comme ça. Donc c'est une descente progressive. Voilà, je vais vous demander de remonter votre main sur le micro parce juste voilà, pour pas toucher la petite antenne. Voilà, merci pour qu'on vous entende bien, Christophe. Alors on va parler du musée des enfants, parce que le musée des enfants, il est à l'intérieur de l'historial. Il a changé cette année. Depuis le 8 juillet dernier, il est ouvert et la thématique c'est la mer. Pour la bonne raison qu'on est en année de Vendée Globe, pour ceux qui ne le sauraient pas. C'est très spécifique, le musée des enfants. Ça aussi, c'est une idée un peu anglo-saxonne, nord-américaine. C'est une idée nord-américaine. C'est au moment du voyage dont je vous ai parlé que j'ai découvert les Children's Museum. Et je me suis dit, ben voilà une bonne idée qu'on peut transférer en France, parce que finalement c'est un moyen de faire venir les enfants en très jeune âge avec leurs parents, des gens qui peuvent hésiter justement à aller visiter un musée avec des petits de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais ça veut dire que dans les musées entre guillemets traditionnels, c'est une population, c'est une cible qu'on met un peu de côté? Alors, je pense qu'on fait beaucoup d'efforts, si vous voulez, mais pour des enfants à partir plutôt de 5 ans. Après, il y a des formules très différentes dans les musées. Il y a des ateliers, il y a plein de choses. Il y a des ateliers pédagogiques, il y a plein de choses qui ça, se font, même dans des grands musées comme le Louvre et tout. Donc, je ne peux pas dire qu'il ne se fait pas de choses. Par contre, le fait véritablement d'avoir une muséographie spécifique pour les enfants et de cibler les tout petits, ça, c'est quand même quelque chose de novateur. D'ailleurs, ça a fait l'objet d'un numéro de la revue de l'Association des conservateurs il y a peu de temps, parce qu'il n'y a pas encore véritablement, en dehors de l'historial, d'expérience en France qui aille jusque-là. C'est-à-dire que quand on va au musée des enfants, les enfants de 3-4 ans, par exemple, peuvent toucher, Alors, c'est un lieu où l'on touche. Donc après, il y a tout le travail effectivement éducatif d'expliquer que les enfants ont le droit de toucher là, mais ils n'ont plus le droit de toucher ailleurs. Voilà. Et donc là, ils peuvent. Mais vous voyez, ce matin, on me disait, le directeur d'exploitation de l'Historial me disait que hier, il a vu un petit garçon qui avait entre 1 et 2 ans. Donc, et qui a passé presque une demi-heure à jouer. Il y a une plage à un moment et il faisait des châteaux là, voilà. Donc et puis après il y en a pour les plus grands. Un enfant de 8 ans peut encore trouver beaucoup de choses, jouer et apprendre surtout, parce qu'on y apprend. C'est ça qui est important. C'est pas une aire de jeu comme on peut trouver sur un square. Non, c'est vraiment, il y a un lieu d'apprentissage, mais en s'amusant. Vous avez dit dans une interview que c'est conserver pour transmettre aux générations à venir. C'est une belle mission
transformation dans une société de consommation avec des objets à obsolescence programmée. C'est-à-dire c'est vrai qu'aujourd'hui ça va très très vite. On est vraiment dans une société de consommation. Il faut, par ce biais-là, c'est aussi une manière de transmettre aux générations futures le musée des enfants. Le musée des enfants, comme tout musée, c'est-à-dire et comme tout élément, le patrimoine, c'est ça, c'est la transmission. Et c'est vrai que c'est une tâche qui n'est pas facile aujourd'hui dans une société où tout va vite. Vous voyez, je ne sais pas moi, votre portable, par exemple, vous allez au bout de 2 ans, 3 ans le changer parce qu'il est dépassé. Donc c'est terrible. Les choses vont très très vite. Aujourd'hui, les jeunes se meublent plus avec les armoires de grand-mère. Hein. Donc on achète du Ikea, etc. Donc c'est vrai que nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que le patrimoine puisse être transmis. C'est une noble cause d'ailleurs, hein. Et on n'est pas toujours compris d'ailleurs. Hein. Il faut respecter donc l'objet qui a un sens, qui est porteur de mémoire, et faire en sorte qu'il soit en état aussi d'être conservé et transmis. Tout à fait. Hein, donc c'est ce qu'on appelle d'ailleurs la conservation préventive, c'est-à-dire c'est un petit peu comme dans le domaine médical. Il faut faire attention, il faut pas que les objets dont on a la garde aient une maladie et disparaissent. La transition est toute trouvée parce que je voulais qu'on parle du musée de demain, justement à l'ère du tout numérique, qui bouleverse un petit peu les pratiques aussi de consommer le patrimoine. Aujourd'hui, on peut visiter le Louvre de son canapé. Il y a des visites virtuelles. À quoi ça sert de garder un musée tel que l'Historial à l'heure où, je vous dis, on peut voir un musée de chez soi? Eh bien, ça sert déjà à une chose, c'est l'émotion. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez toujours regarder la photographie d'une jolie femme, mais si vous l'avez avec vous, en votre présence, c'est quand même pas la même chose. Donc je veux dire qu'il y a quand même, c'est la question de la sensibilité. Ouais. Une œuvre d'art, ça n'a rien à voir entre, si vous la regardez sur Internet, très bien, mais vous êtes devant, je sais pas, un Monet, un Picasso, il se passe quelque chose. L'émotion n'est pas du tout la même. Et donc, le musée, c'est un lieu d'émotion. Alors, évidemment que l'Internet, c'est important, on y travaille, on travaille avec les réseaux sociaux, on commence à mettre nos collections en ligne, ça va être fait très bientôt maintenant. Ouais. Bon, et c'est essentiel, et ça permet surtout de franchir les frontières, vous voyez, mais moi, par exemple, dans mon travail, je vais trouver une œuvre à Chicago, je ne sais où, en un clic. Alors ça a changé votre travail? Ça a changé, le numérique, ça a changé radicalement mon travail. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si je travaille sur un sujet, une exposition, je vais trouver une œuvre dans le Minnesota ou je ne sais où que j'aurais jamais trouvé autrement. C'est plus facile, c'est plus rapide. C'est plus rapide et donc on va à l'information de manière beaucoup plus rapide. Oui, bien sûr. Ça veut dire aussi que le public qui s'intéresse à l'histoire ou au patrimoine via Internet, par exemple, le numérique, est plus au courant. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir une notion de surprise quand il vient, d'intérêt supplémentaire quand il vient dans l'Historial. C'est clair. C'est pour ça que, en fait, si vous faites par exemple un musée vraiment virtuel où vous donnez toutes les clés finalement du musée, après il n'y a plus de surprise. Ouais, c'est un petit peu comme les chambres d'hôtel. Vous savez, quand vous voulez aller voir un hôtel, donc en fait après vous voyagez, vous arrivez, vous avez déjà vu votre chambre, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi je ne regarde pas trop ça. Ouais. Et donc là, en l'occurrence, il faut faire attention. Les sites internet, c'est indispensable, mais il ne faut pas qu'on dévoile tout. Faut qu'on arrive à donner envie. Envie, mais voilà, suggérer, voilà, tout à fait. Est-ce que la notion de, justement, avec l'arrivée du numérique et le changement de votre travail, la façon de consommer, c'est pas très beau comme mot, hein, mais le musée, etc., est-ce que le spectateur va justement doit être beaucoup plus acteur, c'est-à-dire acteur de son musée? Absolument. Je pense que le spectateur, il devient effectivement acteur de plus en plus. On fait maintenant d'ailleurs plein de trucs, hein, donc dans les musées justement où le public peut vraiment être acteur. Il y a des labs, je ne sais plus comment on appelle ça, mais voilà, donc on peut véritablement maintenant créer même au sein du musée. Ça, ce sera des choses qu'il faudra qu'on développe dans l'avenir à l'Historial. Alors justement, pour la suite, mon petit doigt m'a dit que vous partiez en retraite en novembre prochain. Christophe Vital, et vous avez été quand même plus de 30 ans, 35 ans Oui, 36 ans. 36 ans.
Qu'est-ce que vous allez faire après? Sans tout dévoiler, bien sûr. Mais plein de choses. J'espère d'abord faire un petit peu de télévision de temps en temps. Parce que TV Vendée, on me connaît un peu. Et bien c'est sûr, vrai vous que êtes intervenu je dans trouve d'autres ça émissions. très, très agréable. Et puis, non, j'ai plein de projets que je tiens secrets pour l'instant. Mais non, je ne vais pas rester inactif parce que ceux qui me connaissent, de toute façon, savent très bien C'est pour ça que je vous ai posé la question. Impossible. Ou alors je serais vraiment, je plongerais dans une profonde dépression. Souvent, souvent quand on part en retraite comme ça, on prend le temps de justement, dans le cadre de son travail, de visiter. On se dit, je vais avoir le temps de visiter tel musée, je vais avoir le temps de visiter de faire ce que j'ai pas eu le temps de faire quand je travaillais. Ça va être votre cas? C'est exact. Et je vais d'abord, de toute façon, visiter beaucoup plus d'expositions que je le visite aujourd'hui. Ce qui est terrible, c'est que je vais très souvent à Paris, pratiquement tous les mois, même plus que ça. Vous n'avez pas le temps. J'ai pas le temps. Et donc, voilà, de temps en temps, mais et quelquefois, je dis, c'est terrible, quoi. Je vais pas voir les expositions. Donc là, je prendrai le temps. Je n'ai même pas été voir la superbe exposition que ma collègue a fait à La Roche-sur-Yon, par exemple. Hein, sur les visages de l'effroi. Voilà, donc j'ai eu le catalogue, donc ça m'a permis quand même de voir. Mais vous voyez, là, la différence, hein, quand on n'est pas face aux œuvres, c'est quand même pas pareil. Merci beaucoup, Christophe Vital. Ça a été un vrai plaisir de vous avoir sur le plateau de l'Estival. À très vite. En tout cas, je vous conseille d'aller à l'Historia. Moi, j'ai fait l'exposition et j'ai fait le musée des enfants, mais aussi l'Historia, je l'ai refait l'autre jour. C'est toujours un régal. Merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission de l'Estival. Je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.